et le microbiote intestinal. D'abord, c'est quoi le syndrome de l'intestin irritable? Il y a la problématique de la définition, ce qui explique un petit peu l'hétérogénéité des études. Selon les critères les plus récents de RAND 4, on n'a retenu que la douleur dans le critère de définition. C'est une douleur abdominale chronique survenant au moins 1 jour par semaine au lieu de RAND 3 jours par mois durant les 3 derniers mois, associée à au moins 2 des critères suivants en relation avec la défécation, alors que dans RAND 3, c'était amélioration par la défécation et survenu associé à une modification de la fréquence des selles ou à une modification de la consistance des selles. Et justement, en fonction de cette consistance des selles, on classe les sous-groupes du syndrome de l'intestin irritable en constipation prédominante. Si on a le Bristol 1 et 2, plus de 25% des défécations, moins de 25% pour le 6 et 7. Si on inverse, on a la diarrhée prédominante. Si les deux dépassent les 25%, c'est alternance diarrhée-constipation. Ou si on n'est pas dans ces critères, on a la forme non spécifiée. Il faut savoir que cette définition, ce n'est pas pour la pratique clinique, puisque dans la pratique clinique, le syndrome de l'intestin irritable, dans les cabinets de consultation, c'est la douleur, le ballonnement et le trouble du transit. Ça reste bien sûr la définition pratique. Pourquoi on a fait cette définition? C'est pour, en fait, harmoniser les études, pour parler le même langage et tester de la même façon l'efficacité des médicaments. Et vous voyez dans la définition, le critère ballonnement a disparu puisqu'on l'a jugé trop variable en fonction des cultures, en fonction de l'expression des différents patients. Sur le plan physiopathe, le syndrome de l'intestin irritable est multifactoriel puisqu'il y a plusieurs raisons. Il y a des anomalies des acides biliaires, une perméabilité intestinale accrue, des troubles moteurs qui sont souvent là, une intolérance à certains nutriments qui est bien connue par les praticiens. Il y a une inflammation à l'échelle microscopique, ce qu'on appelle une micro-inflammation, et une perturbation du dialogue cerveau-intestin. Et on a l'hypersensibilité viscérale qui est retrouvée pratiquement chez au moins 60% des patients. Et justement, le lien entre ces différents troubles n'a pas été clair, mais actuellement, on a incriminé les anomalies du microbiote intestinal qui peut agir sur ces différents facteurs. Et l'idée, c'est en diagnostiquant cette anomalie du microbiote et le lien de causalité avec les symptômes, l'idée, c'est de moduler ce microbiote et donc voir des nouveaux traitements émerger. C'est quoi le microbiote intestinal? C'est l'ensemble des micro-organismes vivant dans le tube digestif. Il faut savoir qu'on a dans nos intestins pratiquement 100 000 milliards de bactéries, pratiquement 10 fois le nombre de cellules de l'organisme. Donc, on a plus de bactéries, on héberge plus de bactéries que des cellules. Donc, on est des êtres plutôt bactériens qu'humains. Il y a environ 1000 espèces différentes qui ont été décrites et chaque individu héberge en moyenne 170 espèces qui lui sont propres. On partage en commun environ 50% des espèces, et si bien que chaque individu a son propre microbiote. C'est une véritable empreinte, qui caractérise chaque individu. Pour un poids qui avoisine entre 1 et 2 kilos, et il faut savoir qu'il y a une variabilité individuelle, mais sur le plan fonctionnel, ce microbiote assure les mêmes fonctions, qu'on va voir un peu plus tard. Et il faut savoir que ce microbiote, la diversité de ce microbiote fait, à l'état normal, il s'agit essentiellement de bactéries anaérobies strictes. Et on a 3 phyla. Les phyla, c'est l'ensemble des souches, c'est l'ensemble des espèces issues d'une même souche. On a 3 phyla, les Firmicutes, entre les bactéries jugées entre guillemets bénéfiques, telles que les lactobacilles et les bifidobactéries, qui font un équilibre parfait avec les bactéries nocives, représentées par le Clostridium, les colibacilles, les salmonelles et les pseudomonas. Cet équilibre entraîne le maintien d'un bon état physiologique de l'intestin. Et la rupture de cet équilibre qu'on va voir, qu'on va appeler dysbiose. Essentiellement, les fonctions du microbiote sont au nombre de 3. Il y a une fonction métabolique,
les fermentations coliques des résidus alimentaires avec production de vitamines, des vitamines B, de la vitamine K, le métabolisme des protéines et des glucides qui n'ont pas été absorbés avec production d'acides gras à chaîne courte, très important comme substrat énergétique et qui vont intervenir dans les fonctions trophiques, développement et amélioration des cellules épithéliales. Et bien sûr, ce microbiote joue un rôle important dans l'immunitaire, une fonction protectrice, en rentrant en compétition avec les différents pathogènes, en produisant des facteurs antimicrobiens, des métabolites des antibiotiques et en améliorant la fonction immunitaire intestinale. Et justement, pour répondre à la question de qui est qui, on parlait avant de l'axe cerveau-intestin, puisqu'on a un deuxième cerveau au niveau des intestins très richement innervé, et ce langage entre l'intestin et le cerveau se fait dans les deux voies, c'est-à-dire bidirectionnel et par les deux voies nerveuses représentées essentiellement par le nerf vague et par voie humorale, c'est-à-dire par toutes les substances qui sont sécrétées au niveau de l'intestin où le microbiote intervient de façon importante dans la sécrétion des différentes cytokines et donc dans cet axe cerveau-microbiote intestin. Et donc, pour répondre de qui est qui, on ne peut pas malheureusement répondre de façon claire à cette question puisque ça va dans les deux sens, puisque le cerveau peut influencer le microbiote intestinal, un état de stress peut induire une hypersensibilité viscérale, peut intervenir dans la perméabilité intestinale, peut modifier la production de mucine, peut interférer dans la fonction immune et peut interférer dans la diversité microbienne. À l'inverse, dans l'autre sens, l'intestin influe le cerveau par l'activation des voies neuronales vers le cerveau, l'activation des réponses immunitaires au niveau de la muqueuse et par la production de métabolites qui affectent directement le système nerveux central. Et donc, l'interaction va dans les deux sens, du sens intestin vers le cerveau et du cerveau vers l'intestin. Ce qui est important à noter, c'est que cette perturbation de ce microbiote, qu'on appelle dysbiose, changement de la composition, qui aura pour conséquence des conséquences néfastes pour l'organisme. Que ce soit une altération en quantité, augmentation des micro-organismes délétères, ou bien diminution des micro-organismes bénéfiques, ou bien dans la diversité de ce microbiote. Dans tous les cas de figure, ça aboutit à une dysbiose qui est impliquée dans la genèse des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. En effet, des changements quantitatifs et qualitatifs de ce microbiote ont été constatés chez les patients porteurs du syndrome de l'intestin irritable. Le développement des syndromes de l'intestin irritable est très bien connu après une gastroentérite infectieuse aiguë que vous devez rechercher lors de vos consultations. Quand vous avez un patient qui a un syndrome de l'intestin irritable, posez-lui la question sur les mois qui précèdent, est-ce qu'il a fait une gastroentérite aiguë? Ça représente au moins un quart des patients, un quart à un cinquième des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Et les facteurs prédictifs, c'est le sexe féminin, c'est la gastroentérite aiguë sévère qui va durer plus de 5 jours. Ces patients-là risquent de développer, après quelques semaines à quelques mois, des symptômes qui persistent. Ce n'est pas une pathologie organique, forcément, c'est un syndrome de l'intestin irritable post-infectieux. Et c'est bien connu que l'utilisation itérative d'antibiotiques qui va perturber ce microbiote augmente le risque de développer un syndrome de l'intestin irritable d'au moins 4 à 5 fois, notamment avec diarrhée prédominante. Et l'autre preuve de l'implication de la dysbiose, c'est que la modulation thérapeutique du microbiote intestinal de patients porteurs d'un syndrome de l'intestin irritable, notamment avec les probiotiques ou les probiotiques qu'on verra dans le chapitre thérapeutique, va avoir un impact sur les symptômes. Ce qui a été constaté, la problématique, c'est que les études sont différentes, rendant les comparaisons très difficiles. Ça dépend de la définition qu'on prend et ça dépend de la méthode avec laquelle on évalue ce microbiote, soit directement par des cultures,
mais on sait bien que les cultures des anaérobies est très, très difficile en pratique et qu'actuellement, on va aller à la PCR de l'ARN retrouvé dans les ribosomes des bactéries et chaque variation nous donne une idée sur les espèces existantes. Ce qu'on a constaté dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est une baisse des lactobacilles et des bifidobactéries avec une augmentation du rapport Firmicutes-Bacteroidetes, une diminution des bifidobactéries luminales qui peuvent être importantes pour la sévérité de la douleur et surtout, une diminution de la diversité. Malheureusement, on n'a pas comme Helicobacter pylori dans la pathologie gastro-duodénale son implication dans ces pathologies et donc l'éradication d'Helicobacter pylori va guérir de façon définitive certaines maladies telles que la maladie ulcéreuse. Dans le syndrome de l'intestin irritable, on n'en est pas là malheureusement et donc il n'y a pas de signature microbienne retrouvée à ce jour. Quelles sont les conséquences fonctionnelles de la dysbiose? C'est l'excès de la production d'hydrogène avec un défaut de consommation qui va donner du ballonnement et des douleurs, une micro-inflammation de la paroi, une synthèse des neuromédiateurs nociceptifs et une modification de la synthèse de mucine qui va aboutir aux symptômes, le ballonnement, le trouble du transit, diarrhée ou constipation, ou les deux d'ailleurs, avec la douleur viscérale. Ça a été prouvé dans cette étude, par exemple, lorsqu'on recherche l'hypersensibilité viscérale, on introduit un ballon dans le rectum ou dans le côlon et dans le on gonfle ce ballon et on mesure la tolérance de la pression pour déclencher la douleur. Là, ils ont pris des rats, un rat axénique, c'est-à-dire qui n'a pas de microbiote, avec un rat normal, et ils ont pris des sujets sains et des sujets porteurs de symptômes. Et en injectant le microbiote de sujets porteurs de syndrome de l'intestin irritable dans les rats axéniques, et vous voyez qu'ils ont une tolérance abaissée de la distension du ballon, c'est-à-dire qu'ils ont développé des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Ça, c'est une preuve directe que le microbiote des sujets atteints de syndrome de l'intestin irritable, on a reproduit les symptômes chez le rat. C'est une preuve directe que le syndrome de l'intestin irritable est fortement lié à une dysbiose. Et on arrive à la partie la plus intéressante. Donc, tout ça, quelles sont les implications thérapeutiques? Sur le plan du concept, modifier le microbiote, bien sûr, devrait avoir un impact thérapeutique du syndrome de l'intestin irritable. Comment peut-on faire ça? Soit en modifiant le régime alimentaire, soit en utilisant ce qu'on appelle les biotiques. Les biotiques, c'est-à-dire les antibiotiques, les probiotiques, les prébiotiques ou les symbiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants exerçant un effet bénéfique sur la santé de l'hôte lors de leur administration en dose adéquate. Les prébiotiques, on va revoir ça, ce sont des composants alimentaires non viables qui confèrent à l'hôte un bénéfice pour sa santé via une modulation du microbiote. Donc, on va donner des nutriments qui vont favoriser la multiplication des bonnes bactéries et donc ça a un impact, ça devrait avoir un impact sur les symptômes. Et on parle de symbiotique quand on a les deux, c'est-à-dire pré- et probiotiques associés. Sur le plan du régime alimentaire, ce qui est prouvé actuellement de façon assez claire, c'est le régime pauvre en FODMAPs. C'est quoi le FODMAPs? C'est Fermentable Oligo-Dimonosaccharides et Polyols. Ce sont des substances peu ou pas absorbées au niveau du grain. Ce sont des substances osmotiquement actives qui vont être fermentées par le microbiote et produire des gaz, ce qui va induire des douleurs, flatulences et ou une accélération du transit. Et ces FODMAPs, ça se retrouve entre un régime australien typique et un régime pauvre en FODMAPs. Ça, c'est une étude australienne. Si on va dans le détail, un régime pauvre en FODMAPs durant la période de crise, durant la période symptomatique, améliore la consistance des selles dans le sens de la diarrhée ou de la constipation, améliore le ballonnement, améliore la douleur abdominale et améliore les flatulences. Deuxièmement, les antibiotiques. Donc l'idée, c'est de prescrire un antibiotique
à large spectre qui n'est pas absorbé dans le grain, qui va exercer un effet local et donc entraver la multiplication des mauvaises bactéries. Il va modifier la population bactérienne intestinale. Par exemple, les études les plus probantes, c'est avec la rifaximine, qui est très bien tolérée. L'effet était prolongé puisqu'on voit dans cette étude que la rifaximine prescrite pendant 14 jours, l'effet est significativement plus important que le placebo et l'effet dure plus de 10 semaines après l'arrêt du traitement. Et donc, une méta-analyse plus récente retrouve les mêmes résultats, mais on voit malheureusement que l'effet n'est pas si extraordinaire que ça, puisque c'est, même s'il est significatif, 1,57 avec un gain thérapeutique d'environ 10%. D'autres antibiotiques ont été testés. Le plus ancien, c'est la néomycine, mais également, antibiotiques également antiparasitaires, le métronidazole et la norfloxacine. Deuxièmement, les probiotiques. Les probiotiques, sur le plan des mécanismes, c'est très séduisant puisqu'ils ont un effet immunologique, des effets immunologiques positifs en augmentant la production des IgA sécrétoires. Ils modulent le profil des cytokines anti-inflammatoires, à l'inverse, réduisent les cytokines inflammatoires et entraînent une induction d'une tolérance aux antigènes alimentaires, ce qui a suggéré un effet bénéfique des probiotiques dans la maladie cœliaque, par exemple. Mais ce n'est pas le sujet. Des effets non immunologiques positifs, digestion de la nourriture et compétition avec les pathogènes pour les nutriments, modification du pH local entraînant un environnement défavorable aux pathogènes, production de bactériocides pour inhiber les pathogènes, élimination des radicaux superoxydes, stimulation de la production de mucus, amélioration de la fonction barrière intestinale. Bien sûr, ils vont entrer en compétition pour l'adhésion avec les pathogènes et modification des toxines dérivées des pathogènes. Ça, sur le plan du mécanisme d'action, quand on voit ça, tous ces effets-là, il y a des études, bien sûr, qui supportent ça. Malheureusement, sur le plan des résultats en pratique clinique, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Et malheureusement, les études sont très hétérogènes puisque plusieurs souches ont été utilisées et plusieurs combinaisons de souches. Dans le tableau du haut, c'est une seule souche, monosouche, et vous voyez qu'il y a une différence des résultats en fonction des souches. On va parler des souches qui ont donné les meilleurs résultats et d'autres études ont utilisé une combinaison de probiotiques. Et vous voyez que globalement, que ce soit une seule souche, que ce soit une combinaison de souches, l'effet thérapeutique des probiotiques est nettement supérieur au placebo. Maintenant, les questions qui restent en pratique, on va les aborder plus loin. Voilà les différentes souches. Ça, c'est la Société mondiale de gastro. La seule souche existante dans le marché algérien, c'est Lactobacillus plantarum 299V, mais il y a le Bifidobacterium bifidum, il y a Escherichia coli, le Lactobacillus rhamnosus, etc. Donc, il y a chaque souche, on a l'amélioration globale de la symptomatologie, amélioration de la sévérité de la douleur, amélioration des scores, et vous voyez qu'on n'en est pas aux études, on n'en est pas encore malheureusement à des effets clairement bien établis pour dire il faut prescrire tel ou tel probiotique pendant telle ou telle durée ou une association, etc. C'est quoi? Qu'en est-il des prébiotiques? Je rappelle que ce sont des composants alimentaires non viables qui confèrent à l'hôte un bénéfice pour la santé via une modulation du microbiote. Ils stimulent la croissance ou l'activité des bactéries déjà présentes. Ça comprend les fructo-oligosaccharides, l'inuline, galacto-oligosaccharides, le lactulose, le docteur Sinafer connaît très bien, puisque c'est un sucre non absorbable qu'on utilise en gastro largement pour la constipation et pour l'encéphalopathie hépatique. Le principal effet, c'est l'augmentation des bifidobactéries fécales et la tolérance, malheureusement, la tolérance digestive reste médiocre puisque ça induit une augmentation de la production des gaz avec une aggravation de la sensation de ballonnement et survenue de flatulence. Ça, c'est pour dire qu'il y a des études que, prenons quelqu'un qui est sain, qui n'a pas de comorbidité, qui n'a pas d'antécédents, qui n'a pas pris des antibiotiques,
qui n'a pas fait de gastro-entérite, qui n'a pas de syndrome dysmétabolique, et ce quelqu'un est supposé avoir un microbiote normal, idéal. En faisant quelques examens pour éliminer, bien sûr, l'existence de bactéries pathogènes, etc., et prenant son microbiote, on va l'injecter à quelqu'un qui a un syndrome de l'intestin irritable. Et puisqu'il y a une relation de causalité entre microbiote et symptômes, ça devrait l'améliorer, du moins en théorie. Comment va-t-on injecter ce microbiote? Soit par sonde nasogéginale, soit par des capsules, soit par voie endoscopique basse, par une coloscopie, on met au niveau du côlon droit ou on met au niveau de l'intestin grêle. Bon, ça paraît barbant, mais c'est comme ça. Donc, on va injecter des matières fécales de quelqu'un à un autre. Et vous voyez dans cette étude que la voie d'administration, elle donne des résultats différents, puisque si on va par coloscopie ou par sonde nasogéginale, ça donne de meilleurs résultats par rapport à si l'on donne par capsule. Mais que globalement, l'effet n'est pas vraiment significatif. Ça, c'est deux études très récentes publiées à la mi-2019 qui montrent que la transplantation fécale, si elle a montré des résultats dans l'infection à Clostridium difficile résistante au traitement médical, dans le syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et je termine pour conclure en disant que le microbiote joue un rôle important dans le syndrome de l'intestin irritable et que la dysbiose est incriminée dans la genèse des symptômes, mais que des travaux sont nécessaires pour préciser exactement le rôle joué par ce microbiote dans l'axe cerveau-tube digestif qui est bidirectionnel, des nouvelles perspectives thérapeutiques exerçant un effet direct ou indirect sur le microbiote intestinal verront le jour dans les années à venir, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui.